Anem a començar el side event sobre la sessió que avui té l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa a l'entorn de l'anomenat informe Silevich i de la seva moció. Abans de res, vull anunciar que tenim present que fa molt poca estona. Je voudrais vous dire qu'il y a très peu de temps, il y a quelques instants, le président espagnol vient d'annoncer que le Conseil de ministres du gouvernement espagnol va discuter et approuver 9 indultes pour les 9 politiciens catalans qui sont en prison. Il y a environ 2000 causes judiciaires et de persécution en cours encore avec les politiciens en prison et ceux qui sont en dehors de l'Espagne. Selon le Conseil de l'Europe, aujourd'hui, ils vont émettre une opinion sur ce sujet et je voudrais remercier nos 3 orateurs d'aujourd'hui, Madame Françoise Tulkens, ex-présidente du Tribunal européen des droits de l'homme, Josep Cadevall, ex-juge du Tribunal européen des droits de l'homme, et Rob Berends, qui est l'ombudsman parlementaire du service de santé du Royaume-Uni. À partir d'un relateur et d'un travail à partir d'un relateur sur le sujet qui est la Turquie et l'Espagne avec des différentes interviews. Il faut dire que ce relateur a interviewé des différents acteurs catalans et des différentes organisations avec il a demandé l'aide du défenseur du peuple catalan. Et ici, nous trouvons des différents commentaires du défenseur de l'homme, des rapports faits par des collaborateurs du défenseur du peuple, entre autres des ex-magistrats du Tribunal européen des droits de l'homme, des professeurs universitaires, entre autres, et je suis très fière de cette collaboration. Quel est l'axe de cet événement d'aujourd'hui? La liberté d'expression et la liberté d'expression entre les parlementaires. Le Conseil de l'Europe et tous ses organismes se sont prononcés aujourd'hui sur ce sujet. Nous avons crié l'attention sur l'arrêt du tribunal constitutionnel espagnol en 2014, quand pour la première fois, ils ont pénalisé les opinions de type politique, d'impulsion politique. Dans notre opinion, en sortant en dehors du cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, pénaliser ou judicialiser les opinions politiques parlementaires peut être un problème grave. C'est pour cela que je vais demander nos orateurs d'aujourd'hui de nous axer sur les droits. Les parlementaires expriment le droit de participation et sont choisis par la population, et le droit de représentation et le droit de s'exprimer librement dans les canaux parlementaires. C'est pour cela que nous allons commencer par Madame Tulkens. Je vais demander aux 3 orateurs d'exprimer leurs opinions. Françoise, vous... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci bien. La liberté d'expression était fondamentale, elle est essentielle. Je voudrais rapidement rappeler ce que sont les points cruciaux de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la pierre angulaire de la démocratie. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas de privilégier les droits des uns aux dépens des autres, mais de veiller à la sauvegarde d'une condition essentielle sans laquelle ne pourrait subsister aujourd'hui une démocratie et une société libre. Et c'est de là que nous devons partir. C'est de là que nous voulons partir. La liberté d'expression n'est pas simplement un droit subjectif, c'est un principe objectif pour assurer la vie
en démocratie. Donc ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour l'établissement d'une société démocratique. Nous savons aujourd'hui combien en Europe et dans le cadre du Conseil de l'Europe, la question de la démocratie est cruciale. La liberté d'expression, ça s'inscrit dans le cadre de la liberté de penser, qui est aussi garantie par la Convention. Cela étant dit, la liberté d'expression connaît des limites. Dans le droit européen de la Convention des droits de l'homme, elle peut être soumise à des limites. La liberté d'expression comme fondement de la démocratie, bien sûr, s'applique aux informations, non seulement celles qui sont considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi à celles qui heurtent, qui choquent et qui inquiètent. La Cour européenne des droits de l'homme l'a répété depuis des années. Cela étant, ces limitations, ces ingérences qui sont autorisées dans l'exercice de la liberté d'expression doivent être interprétées restrictivement. Et c'est là-dessus que le contrôle de la Cour doit s'exercer, un contrôle qui doit être fait in concreto. S'il y a des limitations au droit à la liberté d'expression, elles doivent d'abord être prévues par la loi, ce qui implique un débat démocratique, et la loi elle doit être accessible, prévisible pour assurer la sécurité juridique. Cette loi doit aussi être formulée avec suffisamment de précision pour permettre aux citoyens de régler leur conduite. Les limitations à la liberté d'expression doivent répondre à un but légitime, la sécurité nationale, l'intégrité du territoire, la sûreté, la défense de l'ordre, la prévention du crime, pour précisément s'assurer que ces libertés poursuivent ce but légitime dans une société démocratique. Et puis, elles doivent correspondre à un besoin impérieux, donc être proportionnées au but poursuivi. Voilà, je dirais, le contexte général. Alors, et c'est à la lumière de ces principes généraux que l'on doit examiner la question des politiciens, des hommes ou des femmes politiques dans l'exercice de leur mandat parlementaire. Quelles restrictions peuvent être apportées à des personnes politiques, à des personnages politiques dans l'exercice de leur mandat, en ce compris éventuellement par la voie pénale. Principe de base, une liberté étendue, ça la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit à plusieurs reprises. La liberté d'expression des femmes et des hommes politiques, c'est au cœur de la question. Nous vivons dans des démocraties représentatives. Les élus du peuple, parce que c'est ça qu'ils sont, les parlementaires sont des élus du peuple. Ils doivent pouvoir exprimer leur vue librement pour remplir leurs fonctions, pour remplir leur mission, conformément à un protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit expressément qu'il faut pouvoir exprimer librement l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Donc, les parlementaires jouissent d'une liberté étendue et la Cour européenne des droits de l'homme, dans beaucoup d'arrêts, je ne vais pas les citer ici parce qu'ils sont nombreux, est particulièrement attentive à la liberté d'expression des membres du Parlement, sans distinction qu'il s'agisse d'un Parlement national, régional ou local. Dans une démocratie, le Parlement ou les institutions comparables, c'est là le lieu essentiel du débat politique. Et donc, la liberté d'expression qui est importante pour tout le monde, pour tous les citoyens, est de la plus haute importance. Et je cite presque ici des passages des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a de la plus haute importance et requiert un niveau de protection pour un représentant du peuple. Pour un représentant du peuple dans le domaine des discours ou des idées politiques et dans les matières qui sont d'intérêt général. Donc, les ingérences, les limitations du droit à la liberté d'expression d'un parlementaire appellent, et je cite ici les arrêts, un contrôle des plus stricts. C'est de là qu'il faut partir. Et donc, seulement des raisons sérieuses, particulièrement fortes, et j'ai envie de dire dès à présent, ces raisons sérieuses, particulièrement fortes, qui pourraient justifier des restrictions au discours politique tels que l'incitation à la haine, l'incitation à la violence. Le discours de haine, l'incitation directe à la violence pourrait justifier d'imposer des restrictions au discours politique.
Toute la question, évidemment, est de savoir ce qu'on entend par discours de haine et ce qu'on entend par incitation directe à la violence. Ce sont vraiment les deux conditions, les deux critères qui permettraient de justifier des restrictions au discours politique. Il y a un arrêt contre l'Allemagne relativement récent, Pastor contre Allemagne, le 3 octobre 2019. La Cour a estimé que la condamnation du président du NPD, le Parti national démocratique, dans le Land de Mecklembourg, qu'il soutenait que le Holocauste était utilisé à des fins politiques et commerciales, la Cour, dans cette hypothèse-là, a estimé qu'il était nécessaire d'accepter une ingérence dans la liberté d'expression. Cette ingérence a été considérée comme poursuivant un but légitime et elle étant proportionnée. Parce que dans ce type de situation, cette affirmation, cette condamnation qui a valu la condamnation de ce parti, incitait directement à la violence et au discours de haine. Alors, on pourra encore multiplier les références parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Il y a un arrêt qui date de 2016 et qui est sans doute un peu l'arrêt de principe. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, vous savez, il y a de temps en temps de ces arrêts de principe qui alors guident un peu l'interprétation pour les années à venir. Et c'est l'arrêt Karacsony contre Hongrie, 2016. C'est un arrêt de principe. Et la Cour va rappeler là-dedans, et c'est vraiment important à le dire, l'importance de la liberté d'expression des parlementaires. Et elle dit ceci, c'est le vecteur par excellence du discours politique. Et je continue à citer, précieuse pour chacun, la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour un élu du peuple. Il représente ses électeurs, signe leurs préoccupations et défend leurs intérêts. La règle de l'immunité parlementaire que vous connaissez, puisque c'est la règle qui est applicable aux parlementaires de quelque parlement que ce soit, atteste évidemment de ce haut degré de protection. Et cette règle de l'immunité, elle est commune à toutes les démocraties. Et donc la Cour va rappeler dans cet arrêt que l'article 10 de la Convention, parce que c'est de cette disposition qu'il s'agit, ne laisse guère de place pour les restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique. Elle va cependant dire dans cet arrêt, qui est vraiment un arrêt de principe, que dans certains cas, on peut accepter une certaine dose de réglementation qui peut passer pour nécessaire afin de faire échec à des moyens d'expression tels que ceux, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui constituent des appels directs à la violence. Les appels directs à la violence ou le discours de haine constituent la limite pour tout le monde et également pour les parlementaires. Cet arrêt rappelle aussi que le fonctionnement efficace du Parlement est évidemment une valeur essentielle à une société démocratique et donc il faut que la liberté d'expression ne porte pas atteinte à la protection du bon ordre des activités parlementaires et la protection des droits des autres parlementaires. Donc, on ne peut pas utiliser cette liberté d'expression d'une façon, d'une certaine manière, qui porterait atteinte à ce lieu de la démocratie qu'est le Parlement. Voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui où en est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je synthétise, la liberté d'expression est le socle de la démocratie. Et à cet égard-là, on peut dire que c'est vraiment le droit le plus important de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est fondée sur la démocratie et l'état de droit. La liberté d'expression est un élément de l'état de droit auquel nous sommes tous profondément attachés. 2, des limitations sont possibles parce que c'est un droit qui autorise des limitations qui sont prévues dans l'article 10 de la Convention et également dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et également dans le Pacte des droits civils et politiques. Tout ça, c'est un ensemble de droits qui sont reconnus dans tous les instruments contemporains de protection des droits fondamentaux, des limitations possibles en ce qui concerne les parlementaires, des limitations qui sont le discours de haine et l'incitation directe à la violence et le bon fonctionnement de l'institution démocratique par excellence que constitue le Parlement. Alors, la voie pénale, est-ce que l'on peut utiliser, est-ce que l'on pourrait utiliser la voie pénale? Alors, sur ce point-là, je vais donner la parole à mon
mon cher collègue et ami Joseph Casadevall, parce qu'il y a un arrêt de la Cour d'Émirtage 2020 de Grande Chambre qui pose précisément cette question de l'usage de la voie pénale. Avant de lui donner la parole, je voudrais alors sur ce point juste rappeler, c'est que le recours à la voie pénale pour limiter la liberté d'expression ne peut être considéré, il faut toujours partir des principes et puis voir les exceptions, ne peut être considéré comme nécessaire et proportionné que de manière subsidiaire et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Donc la voie pénale est contradictoire avec la liberté d'expression. Elle est tout à fait contradictoire et ne peut intervenir que dans des situations tout à fait exceptionnelles. Donc voilà, Monsieur le Président, ce que, in a nutshell, comme disent les Anglais, en résumé, je pourrais rappeler par rapport à cette liberté d'expression, qui est essentielle. Je l'ai dit, je le répète, je le reprends encore. Les parlementaires doivent l'utiliser avec le sens de la responsabilité qui est la leur, à savoir de mener un débat démocratique. Voilà, je vous remercie pour avoir suscité ce débat sur une question aussi cruciale. Merci beaucoup, madame. Et j'espère qu'après, on pourra rentrer dans quelque chose que vous avez dit. Monsieur Casadevall, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le médiateur. Et merci, Françoise, pour ton introduction. Je ne peux que souscrire à tout ce que ma collègue ou ex-collègue vient de dire et qui concerne les principes généraux de la grande jurisprudence de la Cour en la matière de la liberté d'expression. Liberté d'expression en général et notamment et particulièrement en le cas d'espèce, liberté d'expression pour les élus du peuple et qui sont, comme cela a été dit, les représentants de la vraie démocratie. Je voulais ajouter, parce qu'après je vais oublier, Françoise en parlant de la liberté d'expression de l'article 10, a précisé qu'il ne fallait pas oublier l'article 9 qui concerne la liberté idéologique et la liberté de penser. Mais je voulais ici ajouter, parce que dans le cadre que nous analysons peut avoir une certaine importance, l'article 11, qui est étroitement lié aussi en ce qui concerne la liberté de réunion et la liberté de manifestation. Je commencerai par dire que j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport qui a été élaboré par le rapporteur M. Silevic. Bon, le rapport en fait contient deux parties. L'une concerne les enquêtes que le rapporteur a fait sur place pendant ses voyages et qui concernent les faits qui soutiennent ses conclusions pour le rapport. C'est un travail de champ important qui a été fait par le rapporteur, mais sur lequel je ne rentrerai pas. Ce sont les faits, je lui fais confiance, il a travaillé énormément pour faire cet établissement de faits, et donc on part du principe que c'est un document sérieux qui a été bien travaillé et qui permet d'arriver à des conclusions. La partie qui m'a plus intéressé, c'est celle qui concerne les droits et libertés protégés par la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je dois préciser que le rapport tient compte de cette jurisprudence, il est bien fondamenté, il a pris en compte tous les éléments importants à retenir, et là je ne ferai que rappeler, suite aux grands principes, aux principes généraux qui ont été annoncés par Françoise, donc la jurisprudence qui est déjà reprise par M. Silevic, et qui on pourrait remonter à justement un arrêt contre l'Espagne à Castells de 92, qui est un des premiers qui fixe ces grands principes et dans lequel on retrouve cette phrase répétée maintes fois, des questions qui choquent, qui heurtent et qui inquiètent, qui doivent être acceptées comme principe pour la liberté d'expression.
Tous les grands principes établis par la Cour, on les retrouve donc déjà dans l'arrêt Galaxoni qui a été mentionné par Madame Tulkens, et on peut rappeler aussi Jérusalem contre l'Autriche, justement un arrêt aussi contre la Belgique, que tu connais bien Françoise, Ferré contre... Et puis encore un arrêt contre l'Espagne, Otegui Mondragón, à l'espèce, c'était un parlementaire basque qui a tenu des propos à l'encontre du roi. Et la Cour a estimé dans cette affaire, pour conclure à la violation, deux aspects qu'il faut distinguer. D'un côté, la qualité, bien sûr, de parlementaire et sa liberté d'expression lors d'une conférence de presse. Ensuite, il a remarqué, la Cour, que les propos de M. Otegui, bien que peut-être impertinents, dans le sens gênant, peut-être pas très élégant, etc., ne faisaient aucun appel à la violence, ni physique, ni même aucun. Et donc, cela suffisait pour dire que sa liberté d'expression avait mérité des ingérences de l'État. Mais il y a un deuxième aspect sur lequel cet arrêt se sustente, c'est le fait que face aux injuries ou diffamations qui peuvent être portées à l'égard d'une personne, il y a le principe d'égalité qui s'impose et que aucune personne n'étant privilégiée devant la loi, même le roi ou les chefs d'État, etc., ne pouvait pas mériter de privilèges ou de traitements différents que ceux qui sont octroyés à tous les mortels. Cette distinction permet de dire aussi que les aspects qu'on peut retrouver dans le code pénal de protection accrue ou privilégiée de certains acteurs de la vie politique, la Cour dit cela ne marche pas, il y a le principe d'égalité qui doit être apposé. Encore, il y a l'arrêt très intéressant, c'est de 2020, je crois, décembre 2020. Cela, c'est l'arrêt contre la Turquie de Selahattin Demirtas. Ça, c'est un arrêt que, pour le sujet dont nous traitons aujourd'hui, mérite la lecture. C'est un arrêt long et compliqué parce que ça concerne plusieurs articles de la Convention. Là, je me limite à l'article 10. Là, M. Demirtas était ou est un leader de l'opposition et qui donc fait la défense de ce qui serait un jour l'indépendance du peuple kurde. Il le soutient avec ferveur et donc il a été poursuivi et condamné pour ses convictions, pour son idéologie. Et l'arrêt de 2020, malheureusement, d'après ma connaissance, n'a pas été exécuté. Et c'est un de peu d'arrêts existants où la Cour, dans le dispositif de l'arrêt, dit noir sur blanc que l'État doit prendre ses mesures pour libérer la personne en question. Cela s'était déjà fait dans l'arrêt, je ne me souviens plus le nom, Françoise, d'un pays de l'Est, d'un dirigeant politique, où la Cour a orgé, c'était la première ou la deuxième fois. L'arrêt Azanidze. Azanidze. Voilà, oui. Bravo, merci. Azanidze a été libéré le lendemain du prononcé de l'arrêt de la Cour. Ce n'est pas le cas dans l'arrêt Selahattin Demirtas, où, d'après ma connaissance, la personne en question n'a pas été libérée. Je suppose que l'affaire se trouve devant le comité des ministres. Je sors un peu
de la liberté d'expression par elle-même pour les parlementaires, pour citer aussi encore un arrêt contre l'Espagne, qui est l'arrêt, c'est des Catalans, justement, Stern, Taulats et Roura Capellera, à Gérone. Ces jeunes ont brûlé des photos du roi d'Espagne. Et c'est là où on retrouve les principes que je vous ai annoncés pour Retegui, quand la Cour a dit le principe d'égalité, de protection pour toutes les personnes, sans privilège pour quiconque. Cela a été répété dans l'affaire Taulats pour les jeunes qui ont brûlé les photos du roi. Déjà, la Cour est revenue sur le fait que c'était pas ça pourrait être une opération donc d'indélicatesse. Moi, personnellement, je ne brûlerai des photos de personne, mais bon, c'était pas un acte violent. Il ne prenait pas la violence. Et puis, la Cour a repris le principe que nul, même pas le roi ou un chef d'État, devait avoir une protection plus supérieure à celle des autres personnes. Je voudrais en conclure, donc on peut retrouver encore d'autres arrêts, La Croix contre France, Sagny contre l'Hongrie, ce sont des affaires qui concernent des gens, des représentants publics, des alliés du peuple, qui ont fait des discours, qui ont tenu des agissements toujours bien sûr non violents, parce que là, on va entrer dans les limites de la liberté, et dans ce cas-là, les ingérences de l'État sont tout à fait prévues, et je dirais même normal qu'elles existent pour éviter cela. J'en conclus pour dire que cette partie du rapport de M. Silevich donc est appréciable dans le sens où il a bien compris, il a bien repris les grands principes et les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne la matière qui fait objet de notre rencontre, et sur ce point, je le félicite. And now I am honored to Et maintenant, c'est un grand plaisir de donner la parole à mon collègue Rob Berends, qui est l'ombudsman parlementaire. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravi parce que l'invitation vient de Monsieur Ribot, qui est le président des ombudsman européens, et il est le défenseur de la Catalogne, et il a été un défenseur de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Il a parlé haut et fort quand d'autres personnes se taisaient. C'est une personne avec des grands principes et je suis fière de l'appeler mon collègue. En deuxième lieu, c'est un grand plaisir de partager cette plateforme avec ces grands juristes des droits de l'homme. Mes propres crédentiels pour pouvoir parler à côté de ces deux experts est plus limité. Je suis une page blanche par rapport à mes deux collègues. Mais je crois que la question qui nous est posée sur le fait si les politiciens doivent être poursuivis par l'expression de leurs idées est très importante pour la confiance publique et la démocratie. Et on ne peut pas laisser ceci simplement aux conventions des droits de l'homme. La société civile doit être un participant de ces faits. Je vais être très bref. La liberté d'expression, comme nous l'avons écouté, n'est pas un droit absolu. C'est un droit fondamental, mais pas un droit absolu. Et le dommage aux valeurs démocratiques et à la société
civile serait très important si on violait cette liberté d'expression des parlementaires et d'autres activistes. La liberté d'expression est un droit fondamental. Nous avons l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et au Royaume-Uni, nous avons un document de 1950. Et récemment, nous avons inclus en 1998 cet article 10 à notre législation nationale. Au même temps, étant donné que ce n'est pas un droit absolu, il y a des limitations à la liberté d'expression qui doivent sortir directement de la loi et doivent être proportionnelles. La liberté d'expression ne doit pas inciter à la violence ou agresser. Le Conseil de l'Europe est clair sur ce point. L'appel à la violence n'est pas protégé. Les politiciens ont une responsabilité spéciale pour ne pas établir ces abus. Tout le monde, et notamment les politiciens, ont le droit de faire des propositions qui impliqueraient des changements à la Constitution, tant qu'ils le fassent d'une façon légale, pacifique et qui répondent aux principes de la démocratie. L'article 10, par conséquent, établit les bases d'un argument basé sur les faits et par conséquent, il y a une discussion sur les limites de cette liberté d'expression. Et je crois que c'est bon. C'est bien sûr difficile parce qu'il n'est pas toujours facile d'établir les frontières entre une opinion correcte et une position qui appelle à la violence. Le fait est qu'il faut voir l'intention, le contexte et la proportionnalité aussi de réponse. Par conséquent, il n'est pas clair que dans les cas analysés, que les parlements doivent être analysés par les cours nationales. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut distinguer entre les politiciens et les membres de la société civile pour ce qui est de la liberté d'expression. Le droit à la liberté d'expression doit être très protégé pour les discours politiques. Le Royaume-Uni a accepté très rapidement cette liberté d'expression pour les politiciens. Notre Bill of Rights est la base de notre Constitution et elle est des années 50. Et on établit la monarchie démocratique et on établit aussi les principes de liberté d'expression, la liberté de vote dans le Parlement. Mais en dehors du Parlement, dans les cas des élections, les droits des politiciens se voient réduits. Ceci est très important puisque l'opinion et l'information doivent pouvoir circuler librement. C'est à l'intérieur du Parlement où les députés ont une liberté totale. Dans l'élection générale de 2020,
l'élection d'un parlementaire démocratique a été invalidée parce qu'il a été attaqué par l'opposition. Il faut voir le rôle démocratique des politiciens et des parlementaires. Les parlementaires doivent être des vrais leaders et des représentants du peuple. Ceci veut dire que les politiciens doivent être régis par les mêmes limitations que les citoyens. On ne peut pas promouvoir la violence ou le racisme, par exemple. Sans ces limitations, on ne pourra pas avoir les mêmes expériences de la part des politiciens et de la part du peuple ou des citoyens de la société civile. Il faut que les politiciens puissent promouvoir l'échange et le dialogue. C'est des éléments clés pour une vraie représentation et une vraie démocratie. Et je peux considérer des circonstances où des politiciens devraient être pénalisés pour cet appel à la violence, par exemple. Les discours pro-fascistes, par exemple, seraient un exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et mon dernier point est plus national, la protection nécessaire pour l'administration de la justice. Nous devons éviter une situation perverse qui se développe très rapidement dans certains points de la planète, où les politiciens populistes ont toute la liberté d'expression dans l'exercice de leur mandat, et ceci entre guillemets, et en même temps, ils poursuivent la justice, les juges, les procureurs. C'est des mots et des actions qui simplement ne choquent, mais qui endommagent le processus démocratique. Il y a 2 collègues européens qui sont poursuivis simplement pour essayer de défendre les citoyens de leur pays et qui sont poursuivis de façon disproportionnée. Et les politiciens c'est une situation vraiment difficile. Raphaël Ribot a été très accusé pour défendre les droits de l'homme des politiciens de la Catalogne qui ont promu le référendum de 2017. Le service, l'étude sur les défenseurs du peuple de 2020 ont analysé justement ces points. Les principes sont clairs sur le rôle justement du défenseur, du médiateur dans son mandat. Il doit enquêter sur des affaires de droits de l'homme et il doit défendre les droits des plus vulnérables. Ce n'est pas simplement les politiciens qui ont besoin de protection pour leur liberté d'expression, mais les défenseurs de droits aussi. C'est un des grands challenges de l'Europe aujourd'hui. Merci beaucoup, Rod. Je voudrais faire une réflexion
Au cas où quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, le fil conducteur qui a commencé avec Françoise de la contradiction entre le traitement pénal et la liberté d'expression dans le cas des représentants publics. Je voudrais dire que dans l'alinéa 3 de la draft resolution qui est débattue aujourd'hui dans le Conseil de l'Europe, le rapporteur même dit que la liberté d'expression n'est pas illimitée et en fait, il dit, comme dit l'Assemblée du Conseil de l'Europe, du discours d'haine, l'incitation à la violence et aussi il parle des sujets de race, d'origine, de religion ou d'option ou de choix politiques qui appellent à la violence pour changer la situation politique. Et les politiciens ont une grande responsabilité sur ce point. Et c'est ce que je laisse sur la table. Il est très choquant de voir comme l'arrêt de 2014 du tribunal constitutionnel a impliqué un grand changement quand jusqu'à présent on avait dit que les résolutions parlementaires d'impulsion politique n'avaient pas d'effet juridique et ne pouvaient pas être contestées, mais à partir de cet arrêt, le tribunal établit la subjection à contrôle juridictionnel des décisions parlementaires de type purement politique. Je crois que c'est là le centre de la question du débat qui nous occupe aujourd'hui et du débat qui va occuper cet après-midi le Conseil de l'Europe. Et je voudrais savoir si les participants, je vois que Françoise nous a laissé parce qu'elle a une séance parlementaire, mais Monsieur Casadevall et Monsieur Berens, si vous voulez ajouter quelque chose, vous avez la parole. Oui. Complément de l'antérieur. Cela a été rappelé aussi par M. Berens, la liberté d'expression n'est pas un droit absolu. Ça, on est tous d'accord. Il y a des limites. Et ces limites sont justement le discours de haine et l'incitation à la violence. Et sur ce point, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est riche parce qu'il y a beaucoup d'arrêts où c'est celui qui a été condamné dans son pays qui comparaît devant la Cour en invoquant la liberté d'expression pour pouvoir maintenir son discours qui est parfois un discours de haine ou d'incitation à la violence. N'oublions pas que dans la Convention, il y a aussi l'article 17. Et l'article 17, ça se traduit en l'interdiction de l'abus de droit. Donc, on ne peut pas invoquer le droit à la liberté d'expression pour en même temps violer le droit d'autrui qui serait protégé par l'article 8. C'est là où, très souvent, il y a une confrontation entre l'article 8 et l'article 10 parce que ce sont des droits qui parfois se trouvent opposés. Et il n'y a pas un droit supérieur à l'autre. On est dans des droits qui sont protégés à l'égalité. Et c'est là où on rentre dans le test qui est fait par la Cour quand il y a une ingérence à la liberté d'expression. Donc, primo, il y a une ingérence de l'État, oui ou non? Si c'est oui, on poursuit l'analyse. Est-ce que cette ingérence était prévue par la loi? Et le sens de prévu par la loi est large. La loi doit être claire, accessible et d'une qualité suffisante pour pouvoir comprendre comment faire l'adéquation du comportement des personnes vis-à-vis de la loi. Si l'ingérence était prévue par la loi, on passe au stade suivant. Est-ce que cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique? En sachant que la Cour a dit toujours que cette expression se traduit dans le sens de dire que c'était une intervention, un besoin social impérieux. Et si c'est encore oui, on tombe sur le dernier point, qui n'est pas le moins important, c'est la proportionnalité. La proportionnalité entre
Donc l'ingérence est le but visé. Donc une peine trop lourde, et là, ça me revient à revenir sur la peine de prison. Donc cela, la Cour l'a écarté à plusieurs reprises. Et puis, il y a même une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe en relation à ce qui est tout ce qui est les injuries. Le mot m'échappe en français maintenant quand on... Injurious. Not injury in English. Calomnie, etc. La recommandation du Conseil de l'Europe, c'est de prendre d'autres mesures autres que les peines privatives de liberté. Donc, que ce soit des mesures administratives ou à la limite civile de réparation, mais qu'on évite au maximum d'imposer des peines de prison. Ça, c'est relatif à la proportionnalité. Et lorsque j'ai parlé de la prévisibilité de la loi, je me réfère à l'article 7 de la Convention, et c'est la nécessité d'arriver à faire une liaison juridique précise, exacte, entre les faits qui sont imputés aux personnes mises en examen et puis condamnées, avec la typification exacte du délit qui est prévu dans le Code pénal. Là, il y a une grande, dans le cas de cet arrêt qui concerne l'Espagne, l'arrêt sur le procès, qui est au cœur de cette discussion d'aujourd'hui, c'est un des problèmes qui déjà ont été soulevés par les juges dissidents de la Cour constitutionnelle. Rob, do you want to take the floor? Mr. Berens. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Monsieur Berens? Oui. Well, first of all, I'm not a lawyer. Oui, je ne suis pas un avocat, ça avant tout. Et je dois faire attention à ne pas aller au-delà de mon propre mandat au Royaume-Uni. Il y a une discussion au Royaume-Uni sur la liberté d'expression et justement sur à quel point le Royaume-Uni peut parler du tribunal européen de justice. Mais je voudrais souligner trois choses tout simplement dans le contexte de ce que vous venez de dire, Monsieur Auribeau. L'intervention que j'ai vue par vous-même et par les politiciens ont été pacifiques. Ils n'ont jamais défendu la violence. Le contexte de ce qui s'est passé a été un engagement pacifique et le principe de proportionnalité est établi par la Convention pour ce type de situation. Le plus on le regarde, le plus d'accord je suis avec votre opinion sur les cours nationales par rapport à cette affaire. Merci beaucoup. Je vais clore notre séance, sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Je vais tout simplement laisser sur la table ce qui nous vient conditionné en partie par ce qui vient de se passer aujourd'hui à Barcelone. On vient d'annoncer demain des indultes en relation à la résolution qui sera votée cet après-midi à l'Assemblée parlementaire de l'Europe qui exige la libération sans retard tous les prisonniers politiques conformément au Conseil de l'Europe. Il manquera de savoir, et on le saura cet après-midi, à quel point les indultes suivraient à la lettre
ce point de la résolution. Je ne vais pas rentrer dans les autres points qui vont au-delà du débat qui nous occupe aujourd'hui et même, comme disait Rob, de nos compétences en tant que défenseurs. Merci beaucoup aux trois orateurs de votre expérience en tant que magistrat au tribunal européen et Rob Behrens pour votre poste dans l'institution d'ombudsman la plus ancienne de l'Europe, sans doute, et nous espérons le débat de cet après-midi de l'Assemblée. Merci à tous encore une fois. See you. Au revoir. Merci.